secrétaire, non pas non plus l'Université de Limoges comme il est présenté dans le programme, qui est aussi une personne tout invitée pour venir nous parler, puisqu'elle a fait sa thèse à Paris 2 sur la fonction de l'avocat général à la Cour de justice, publiée en 2011 chez Brunland, et elle a tout récemment, il y a quelques mois, publié un ouvrage co-dirigé sur le rôle politique de la Cour de justice de l'Union européenne chez LGDJ. Donc voilà, on est ravis de l'entendre, et je pense qu'elle aura un point de vue aussi critique, ou en tout cas interrogatif, sur l'intérêt de cette recherche par la récit. Alors, je dois d'abord sortir de là, toute petite seconde. Ça devrait s'afficher. Ouais. Ça devrait s'afficher. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de ce colloque de me donner l'occasion de parler de ce beau sujet et thème de recherche que vous avez choisi, des récits judiciaires. Alors je ne suis ni théoricienne ni philosophe du droit, mais j'ai voulu proposer une communication sur un peu quand même sur les enjeux théoriques et sur les questions que pose une approche tournée sur les récits judiciaires, sachant qu'effectivement l'appel à communication est tombé exactement au moment où je mettais sous épreuve l'ouvrage sur le rôle politique de la Cour de justice, donc j'ai été particulièrement stimulée et intéressée par cet appel à communication. La démarche elle-même, à mon avis, est déjà révélatrice d'une certaine méthode, c'est-à-dire que vous soumettez en fait véritablement une hypothèse de recherche et vous invitez les différents universitaires à entrer à répondre à vos questionnements, ce qui est déjà un signe d'ouverture, et d'où l'idée que finalement vous proposez et vous espérez quelque chose, donc d'où ce choix du mot promesse dans la communication. Donc effectivement, c'est une recherche qui est étalée dans le temps, donc vous ouvrez le champ des possibles et pour ensuite avancer dans ce champ et avancer dans les différentes voies ouvertes par ce champ. Le point de départ de mon analyse. Le point de départ de mon analyse est donc les différents travaux que vous avez déjà publiés, et ensuite, de manière très classique, j'ai mobilisé mes propres connaissances du droit de l'Union européenne, de la Cour de justice, et avec un petit peu de théorie du droit et d'écrits philosophiques. Donc voici les 3 points de mon exposé. Il s'agit donc encore une fois d'une invitation à la discussion. Je serai tout à fait contente d'avoir la possibilité d'échanger ensuite. Donc quelles sont les implications du nouveau cadre d'analyse proposé? Quelles sont ses promesses? Et enfin, quels sont les défis qui se posent, même si effectivement Antoine, tu as déjà répondu aux différentes questions que j'avais mentionnées dans mon pré-rapport. Alors, les implications, tout d'abord, pour moi, donc, 3 points ici. Ce cadre d'analyse proposé donc, permet de répondre, ou cherche à répondre à un certain nombre de besoins qu'on va identifier. Quelles sont les implications théoriques et quels sont les quelques sous-jacents philosophiques, même si je suis bien moins placée que mon prédécesseur pour aborder ces points-là. Alors, quels sont les besoins? Ils sont plusieurs. Je vais aller par ordre on va dire, d'urgence et d'importance, en ordre croissant. La première est premier besoin de désenclaver la réflexion juridique. D'accord. Je reprends la formule d'Olivier Jouan-Jean. Le droit n'occupe qu'une place trop limitée dans la culture française actuelle. Et il dit, et j'en suis effectivement convaincue, qu'en réalité, le droit est tout à fait accessible à un public très large, pour autant qu'on l'explique correctement et qu'on fait preuve de pédagogie. Et il me semble que le terme même de récit
à partir du moment où justement il emprunte au vocabulaire de l'histoire, en tout cas c'est un vocabulaire que l'on retrouve plutôt dans le vocabulaire de tous les jours, de la vie de tous les jours, a une vocation justement à s'adresser à ce fameux large public, même si on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais en tout cas dresser un pont entre le monde scientifique et le monde non scientifique. Deuxième besoin, le besoin de compléter les récits produits par la cour elle-même. J'irai très vite sur ce point-là. Effectivement, et ça a été démontré notamment par Antoine Vauchès, la cour s'auto-raconte, hein, et donc produit par des Liber Amicorum, mais également les rapports annuels, ou encore, et c'est quand même assez fréquent, les écrits doctrinaux des juges eux-mêmes. Il était difficile même de les qualifier d'écrits véritablement doctrinaux, puisqu'on voit bien que là, il y a aussi une forme de mise en récit des juges eux-mêmes sur leur propre action. Et pour parler de quelque chose que je connais un peu mieux, les avocats généraux, lorsqu'ils parlent de la fonction d'avocat général, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quand même toujours une entreprise d'autopromotion des acteurs quand ils parlent d'eux-mêmes, hein. D'où le besoin finalement d'avoir des observateurs extérieurs pour former ces récits. Troisième et dernier besoin, le besoin alors urgent de combler un vide dans les études européennes. Je me réfère notamment à l'article de Loïc Azoulay qui s'appelle « Solitude et désœuvrement et conscience critique, les ressorts d'une recomposition des études européennes ». Alors il fait un diagnostic assez sévère, et je partage son diagnostic sur la défiance générale à l'égard de la force positive du droit européen, hein, qui est finalement une explication de la crise existentielle que connaît l'Union européenne, et il désigne, il pointe du doigt les juristes européens, hein, comme étant finalement responsables d'une forme de défiance généralisée vis-à-vis de l'Union européenne. Je le cite, hein, il dit « Les juristes européens ont enfermé l'ensemble des rapports politiques, économiques et sociaux qui composent le processus d'intégration dans un réseau de principes et de formules simples favorables à la poursuite du processus. » Hein, et donc c'est cet enfermement qu'il dénonce et qui explique ce désœuvrement des juristes européens. Alors certes, un mouvement critique est né, bon, on ne revient pas sur l'histoire de ce mouvement critique, mais parmi ces auteurs, en fait, certains cherchent à démontrer que le droit de l'Union a été incapable d'être à la hauteur des idéaux que l'Union européenne promeut elle-même. Alors, et peut-être, bon, je serais peut-être plus nuancée que Loïc Azoulay, mais lui considère que finalement, ce genre d'écrits ne sont pas véritablement une réponse à cette crise de l'Union européenne, en tout cas ne permet pas de compléter les études européennes, parce que ces écrits présupposent une idée de perfection sociale. Donc autrement dit, il y aurait une part de biais subjectif qui c'est trop fort pour rendre véritablement crédibles ces écrits. D'où un besoin qui est toujours présent, à savoir dévoiler certains présupposés sur lesquels reposent la plupart des approches purement pragmatiques et dogmatiques, et qui se traduit par la recherche des interstices de la jurisprudence. Et il me semble qu'une approche fondée sur les récits judiciaires a cette double vocation. Alors, la recherche des interstices de la jurisprudence, elle a déjà été faite, mais peut-être de manière un peu plus partielle et surtout davantage axée sur ce qui influence la décision du juge. Je pense notamment aux travaux sur le droit européen et moral qui a été dirigé par Ségolène Barbou-Desplaces, les professeurs Ernu et Madalon, ou encore, je pense aussi, justement, dans la littérature anglophone, l'ouvrage EU Law Stories, qui cherche également, à mon avis, à s'immiscer dans les interstices de la jurisprudence. Et d'ailleurs, dans l'introduction de l'ouvrage, il est fait référence à la crise existentielle que traverse l'Union européenne. Et donc, l'ouvrage se propose, se présente comme une réponse à cette crise, en tout cas une grille d'analyse pour répondre à cette crise.
Là encore, à mon avis, ce qui distingue une approche tournée sur les récits judiciaires, c'est plus que on n'est pas dans la recherche des influences du juge, mais plutôt sur la portée de la jurisprudence de la Cour. Quelles sont les implications théoriques de l'approche ? Bon, j'irai pas sur le même terrain que mon prédécesseur. Mon ambition est beaucoup plus modeste, hein, n'étant pas du tout théoricienne du droit. Il me semble que l'on peut évaluer quels sont les présupposés théoriques sur lesquels, en fait, peut-être vous ne revenez pas forcément dans les écrits, et pour ensuite essayer d'analyser quelle est la portée théorique potentielle d'une analyse fondée sur les récits judiciaires. Quels sont les présupposés juridiques? Quelque chose de très simple. Une approche fondée sur les récits judiciaires accorde de l'importance aux acteurs du droit. D'accord ? C'est-à-dire que le droit est considéré comme une pratique sociale, on s'éloigne indéniablement du positivisme normativiste, et finalement, c'est une recherche du droit là où il se situe réellement, c'est-à-dire du côté des opérateurs juridiques. Et autre présupposé théorique concernant cette fois-ci l'interprétation du juge, hein, il y a différentes écoles de pensée sur l'interprétation du juge. Il me semble qu'une approche tournée sur les récits, axée sur les récits judiciaires, cherche à sortir de l'opposition entre la pleine liberté du juge et le juge comme bouche de la loi. Et vous n'êtes pas les premiers. Il me semble que Olivier Beau lui-même, quand il a sorti sa théorie réaliste de l'interprétation d'une théorie de contrainte, et également dans un entre-deux, également même l'ouvrage de Fernanda Nicolas et de Bill Davis se revendique, il me semble, hein, d'être effectivement à cheval entre les deux. Et c'est également, même si je sais que c'est toujours un peu difficilement tenable, ma propre position dans mon ouvrage sur le rôle politique de la Cour de justice. La portée théorique de cette approche, selon moi, une approche fondée sur les récits judiciaires permet de compléter une définition du droit qui est centrée sur le discours. D'accord ? Par exemple, Rémi Lipschaber définit le droit comme un discours d'une collectivité sur elle-même. Et il me semble que avec la notion de récit, alors on ne propose pas une nouvelle définition du droit, mais on propose de dire qu'il y a autant de discours qu'il y a d'acteurs, d'une part, et également on transforme le discours de deux manières qui semblent d'ailleurs s'opposer. Tout d'abord, le discours devient plus évanescent, d'accord, puisqu'il est lui-même porteur d'un récit, et ce récit traduit des représentations mentales. Donc on accepte de se rapprocher de l'univers mental qui est par définition plus évanescent, mais à la fois c'est quelque chose de plus construit puisque justement cette approche cherche à mettre en lumière le caractère construit du récit. Donc très rapidement, quels sont les sous-jacents philosophiques de l'approche? J'essaye de tenir le temps, alors, mais je me rends compte que je vais avoir du mal. Alors les références assumées, du coup j'irai beaucoup plus vite. Il s'agit de Benedict Anderson, hein, qui est cité dans ton article, et ses communautés imaginées. Donc si on applique la définition de Benedict Anderson, donc l'imaginaire collectif qui crée un lien entre les individus, appliqué à la Cour, il y aurait un imaginaire collectif qui créerait un lien entre les juges. On peut discuter de cette affirmation. Et autre référence assumée, Paul Ricoeur, j'irai très rapidement. Ce qui me semble intéressant, c'est
dans les écrits de Paul Ricoeur, c'est finalement quel est le rôle de l'interprète. Alors l'interprète qui serait nous-mêmes, hein, c'est-à-dire les observateurs de la cour, cette fois-ci pas l'interprète, le juge. Et il dit que finalement l'interprète s'approprie le texte, donc qui serait la jurisprudence, et pour lui l'appropriation est tout le contraire de la congénalité, elle est la compréhension par la distance, la compréhension à distance. Hein, donc la tension finalement entre l'intégration et la mise à distance. À mon avis, mais ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin, il y a quelque chose de... On retrouve un peu une pensée de Deleuze aussi dans cette approche. Alors il a tout un vocabulaire, les lignes de fuite, le désir, différentes référentiels que l'on retrouve en fait dans les écrits sur les récits judiciaires. Ce qui me semble important, c'est la place qu'il accorde à l'interlocuteur. Lui, sa grande idée, c'est le mouvement et c'est le rapport, c'est-à-dire que chacun apprend de l'autre et se nourrit de l'autre. Et il me semble que c'est ce qui se passe en fait dans une approche sur les récits. Il y a une forme, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, d'intersubjectivité, donc entre la cour et l'observateur. L'observateur est un interlocuteur puisqu'il agit dans la mise en récit. Et plus fondamentalement, une approche fondée sur les récits judiciaires est une quête de sens, et le sens répond à un besoin vital, d'où un certain nombre de promesses suscitées par cette approche. Donc, quelles sont les grandes promesses? Je les ai qualifiées de manière un peu nette. Au début, c'était repolitisation et réincarnation. Mais bon, je trouve ça trop compliqué, donc c'est politisation et incarnation. Et en cela, à mon avis, c'est une première réponse justement à ce désœuvrement pointé du doigt par Loïc Azoulay. Donc, politisation ou repolitisation, c'est quelque chose qui est assumé dans l'écrit que tu as publié. L'approche des récits met en évidence le rôle politique du droit et de ses juges. Je cite l'article. Alors qu'intuitivement, on peut penser que la judiciarisation va de pair avec la dépolitisation, le juge comme garant d'une certaine neutralité. En travaillant sur les récits judiciaires, à mon avis, on cherche à repolitiser le droit, sachant que, contrairement justement à ce que pense Loïc Azoulay, pour moi, repolitiser, ce n'est pas renoncer. Au contraire, repolitiser, c'est ne pas chercher à masquer les enjeux politiques sous prétexte que ce n'est pas du droit. Donc c'est finalement faire rejaillir les enjeux politiques. Sachant qu'il y a d'autres manières de repolitiser le droit. Là, pour le coup, l'approche sur le récit judiciaire n'a pas l'exclusivité. Donc là, je renvoie par exemple aux travaux de Floris De Witt, qui cherche justement l'adéquation entre la règle et les idéaux qui sous-tendent la construction européenne. Également les travaux d'Antoine Vaucher, mais de l'autre côté, qui envisage les juristes non comme des techniciens, mais comme de véritables acteurs politiques. Également, l'autre promesse est ce que j'ai appelé l'incarnation, c'est-à-dire une approche fondée sur les récits judiciaires prend acte du fait que les décisions de justice sont aussi le fruit d'hommes, de femmes, avec leur propre cadre de pensée et leur propre imaginaire. Donc, à partir du moment où on parle de récits judiciaires, on donne chair à la construction européenne, à la jurisprudence en particulier. Et à mon avis, c'est que quand on a une pleine conscience de cela que l'on peut accepter que l'ordre juridique n'en est pas un. C'est-à-dire que l'ordre juridique doit accepter une forme de désordre. C'est parce que précisément le droit est une construction humaine faite par des humains et que c'est dans ces déséquilibres que finalement que l'on peut comprendre l'ordre juridique. Quels sont maintenant
les grands défis. Alors tu as répondu en partie à ces questionnements qui restent quand même pour moi importants. Le premier défi concerne la définition du rôle de la doctrine. On verra ensuite quelle est finalement, parce que c'est quand même la vocation de toute recherche, c'est d'apporter quelque chose à la science du droit. Et enfin, les défis d'ordre méthodologique. Le défi concernant le rôle de la doctrine. Donc, c'est à l'observateur, donc nous tous aujourd'hui, de déceler dans les représentations des acteurs un imaginaire commun, en faisant un effort de rationalisation, de mise en ordre et de construction. Or, et ça avait été relevé par Ségolène Barbeau-Desplaces dans son écrit sur le titre exact en droit de l'immigration qui a été publié à la RTDE, sur le nationalisme et droit de l'immigration, cette notion d'imaginaire commun est particulièrement indéterminée. Déterminer un imaginaire commun peut donc s'avérer comme une entreprise si ce n'est difficile, mais même risqué. Dans sa conclusion sur l'ouvrage sur les motifs non juridiques, Pierre-Marie Dupuy disait « Le risque de l'observateur quand il cherche les motifs non juridiques, c'est de céder à la théorie du complot et c'est de mettre trop en avant sa propre subjectivité. » Or, et c'est important de le rappeler, les juges ne peuvent pas s'expliquer. Parce qu'ils sont tenus par le secret du délibéré. Alors, ils peuvent le faire de manière indirecte en réexpliquant la jurisprudence, mais le juge ne peut pas véritablement répondre à la critique dans la mesure où il ne peut pas dévoiler les secrets du délibéré. Pour sortir de cette théorie du complot, pour éviter de tomber dans la théorie du complot, l'approche sur les récits cherche en définitive simplement, et de manière peut-être plus sobre, à mettre en mots une jurisprudence. Mais dans ce cas, et là c'est effectivement une provocation, est-ce que ce n'est pas ce que fait la doctrine de manière classique, c'est-à-dire mettre en mots la jurisprudence? D'où un deuxième défi, le défi de l'apport à la science du droit. Et je reprends un peu ce que j'ai énoncé dans mon pré-rapport que je vous avais envoyé. Je me demande si le récit de l'Europe des valeurs, le récit de l'Europe citoyenne, ce n'est pas simplement un effort de requalification de la jurisprudence. Est-ce que la mise en mots d'un récit se distingue de l'effort de qualification juridique ou encore de l'effort de conceptualisation, comme l'ont fait bien de nombreux auteurs avant nous? Troisième défi, qui est relié finalement au deuxième, le défi d'ordre méthodologique. C'est comment prendre le discours juridique au sérieux tout en disant autre chose que ce qu'il dit. Comment dire autre chose que du droit en utilisant que les outils juridiques, à savoir le premier d'entre eux, et même le préféré des juristes, notamment en droit européen, à savoir la jurisprudence. Je fais une proposition pour répondre à cette question du problème de l'émancipation du droit sans trahir le droit, puisque nous pour ce qui est de la position des juristes. Je me demande en fait si la qualification de récit n'a d'utilité que lorsqu'on pointe un décalage entre la réalité et ce qui est dit. Pour le récit d'une vie, où on le voit aussi sur les réseaux sociaux, les stories sur Facebook notamment, permet en fait de romancer une vie qui n'est pas singulière, et de mettre de côté ce qui ne correspond pas à ce récit pétri de romantisme. Et donc c'est dans le décalage entre ce que la Cour annonce et ce que la Cour fait que se situerait l'existence d'un récit. Donc c'est en cela que l'utilité du terme récit permet une forme de distanciation par rapport au terme de concept. C'est en cela que la mise en récit serait distincte de la simple conceptualisation de la jurisprudence.
En définitive, le mot récit est une invitation à la critique, voire même peut-être à la subversion. Je vous remercie.